Maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, janvier 2006. La plus grande prison d'Europe. 6000 détenus en moyenne y séjournent. Il faudrait dire 6000 détenus y croupissent. À maintes reprises, cet établissement pénitentiaire a été montré du doigt pour ses conditions de détention inhumaines. Au cœur de cet enfer carcéral depuis 16 mois, un homme subit quotidiennement les pires humiliations. Le harcèlement des gardiens et des prisonniers, les brimades, les maltraitances. Sans compter les railleries sur sa méconnaissance de la langue française. Que voulez-vous? C'est un Allemand, un Boche, comme on dit en France. Cet homme, ce criminel gardé dans le quartier de haute sécurité s'appelle Hammer. Le docteur Hammer. Hammer, ça signifie marteau. Docteur Marteau. Encore une occasion de se moquer de lui. Dans quelques mois, en mai 2006, il aura 71 ans. Son crime, celui pour lequel il est juste et normal qu'il paye, est d'avoir par ses écrits incité à l'exercice illégal de la médecine. C'est en tout cas ce qui est écrit sur l'ordonnance de son jugement. En réalité, sa faute, c'est d'avoir déclaré que le cancer pouvait être guéri et non combattu. Le problème, c'est qu'il l'a prouvé scientifiquement. Sa folie, car il faut être marteau pour faire ça, c'est d'avoir conseillé à ses patients cancéreux d'arrêter toute chimiothérapie, toute radiothérapie, toute chirurgie pour combattre leur terrible maladie. Un autre problème, c'est qu'il les a pratiquement tous guéris. Son inconscience, c'est d'avoir tenu tête à tout l'establishment scientifique et au lobby médico-pharmaceutique. Un autre problème encore, c'est qu'il a expliqué à lui seul ce que des milliers de chercheurs n'avaient pas réussi à démêler, malgré les milliards de dollars investis dans la recherche médicale. Depuis 1981, depuis 25 ans, envers et contre tout. Envers et contre tous. Einer gegen alle, comme il le dit dans son autobiographie publiée en 2004, juste avant d'entrer en prison. Seul contre tous. Seul contre tous, et pourtant. Pendant l'hiver 2005-2006, 3 femmes ont installé leur caravane à l'entrée de sa prison, distribuant chaque matin des tracts aux gardiens et aux surveillants de Fleury-Mérogis. De temps en temps, elles retournaient en plein cœur de Paris, tentant de réveiller les consciences endormies. Mais comment le sort d'un dangereux charlatan pourrait-il intéresser le monde? La justice a fait son travail, dégagé, il n'y a plus rien à voir. Seul contre tous, et pourtant. En 18 mois, entre septembre 2004 et février 2006, date de sa libération, plusieurs milliers de lettres de témoignages, de soutien et de protestation ont été envoyées à de nombreux dirigeants et hommes politiques, en particulier français et allemands. Seul contre tous, et pourtant. Un peu partout en France, en Italie, en Espagne, en Allemagne, des manifestations de soutien se sont organisées en faveur des travaux du docteur Hammer et de sa libération. Comme ici, à Tübingen, une ville allemande de Haute-Bavière, située un peu au sud de Stuttgart. Manifestation pacifique qui veut protester contre un pouvoir scientifique nimbé de son arrogante certitude. Manifestation bon enfant
qui contraste avec l'extrême violence des faits qui perdurent depuis 25 ans en toute impunité. Ce jour-là, ils étaient venus de toute l'Allemagne, d'Autriche, de Suisse, d'Italie, de France, pour manifester aux portes de la faculté de médecine de l'université de Tübingen. Parmi les manifestants, des médecins, des homéopathes, des naturopathes, des psychothérapeutes, mais aussi beaucoup de patients qui se sont guéris naturellement de leur cancer grâce aux travaux du docteur Hammer. Ici et là, des pères et des mères de famille réclamant la liberté de choix thérapeutique pour eux et pour leurs enfants. Leurs revendications? La reconnaissance officielle de la médecine nouvelle germanique, la théorie issue des travaux du docteur Hammer. Chers amis, bonjour, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo illustrant l'un des livres des éditions Le Jardin des Livres. Et j'ai le plaisir, le privilège, on va dire ça comme ça, de recevoir le docteur Pierre-Jean Thomas Lamotte. Docteur, il vous manque un prénom, parce que là, vous en avez déjà 3. Hein. Oui, on peut ajouter Maurice. On va ajouter Maurice, donc Pierre-Jean, Thomas, Maurice, Lamotte, hein, ça vous va? Voilà. Donc vous êtes neurologue, et vous avez publié chez nous il y a quelques années déjà, Et si la maladie n'était pas un hasard, un livre qui a fait beaucoup de bruit, qui continue toujours à passionner les lecteurs. Donc vous êtes neurologue, vous avez fait toute votre carrière de médecin dans des hôpitaux, vous n'êtes pas du tout un spécialiste du bien-être ou, vous savez, les grands spécialistes New Age qui font dans la somatisation. Vous avez vraiment 40 ans d'expérience médicale derrière vous. Vous êtes un vrai médecin. Et vous, dans ce livre, vous avez quand même jeté un sacré pavé dans la mare qui va dans le sens du docteur Hammer qui avait publié ça, mais qui a eu beaucoup de soucis et qui est allé peut-être sans doute même beaucoup trop loin. En revanche, je tiens à préciser que ce livre est absolument exceptionnel et que tout le monde devrait le lire parce qu'on apprend à comprendre nos maladies. Alors, avant d'y arriver, docteur, je voudrais que vous donniez un petit peu votre carrière depuis le début jusqu'à nos jours, on va dire. Oui, effectivement, parce qu'il y a un petit rectificatif à faire. Donc, j'étais tout à fait de formation classique scientifique, neurologue passé à la Salpêtrière, interne, chef de clinique. Et j'ai vu une formation d'anatomopathologiste, donc je me destinais plutôt à être derrière les microscopes, mais ça ne me plaisait pas, le contact avec les patients m'intéressait beaucoup plus, donc j'ai décidé de faire de la neurologie. Alors j'ai juste une question, neurologie c'est quoi exactement? Parce que c'est assez vague et en même temps... Neurologie c'est tout ce qui est le système nerveux, donc le cerveau, la moelle épinière, les nerfs, mais également les muscles. On va de la migraine à la myopathie en passant par les tumeurs du cerveau ou les maladies dégénératives. Donc c'est quelque chose qui est très étendu et le nombre des explorations fait qu'on devient spécialiste de sa petite branche. Alors, vous avez été chef de service pendant combien de temps? Combien de patients avez-vous vu tout au long de votre carrière, grosso modo, à la louche? Les patients que j'ai vraiment écoutés, je dirais plus de 30 000. C'est-à-dire ceux que j'ai pris le temps de voir d'une façon différente. Mais autrement, peut-être 45 000 depuis le départ. Donc ce livre est vraiment le résumé de toute votre expérience, voilà, avec 30-40 000 patients. C'est énorme. C'est absolument énorme. Oui. La cassure s'est faite en fait en 1984. Je suis allé dans un lieu de prière et j'ai vu une patiente qui était en petit fauteuil depuis des années se remettre à marcher de façon complètement inattendue, puisque en neurologie, lorsqu'on parle de séquelles, ce sont des séquelles qu'on juge définitives. Et donc cette femme qui était en petit fauteuil, le lendemain je l'ai vue se mettre debout, bien sûr elle ne marchait pas très bien, mais c'était quelque chose de tout à fait... C'était où? C'était à Lourdes? Non, c'était Paray-le-Monial. D'accord. Et donc ça m'a complètement bouleversé, et 3 mois plus tard je donnais ma démission de l'hôpital pour aller en ville et pour voir un petit peu ce qui pouvait écouter, ce qui pouvait se passer, puisque je suppose que la personne qui a guéri avait revu des choses dans sa tête de sa vie passée, qui... C'était sans doute là le secret de son amélioration, on va dire.
D'accord. Alors, justement, je vais lire la quatrième de couverture pour nos spectateurs. Quelques mois après son divorce, une femme développe un cancer du sein. Un cadre supérieur vit dans la hantise permanente de ne pas répondre aux attentes de la nouvelle direction et se retrouve avec un ulcère à l'estomac. Après une rupture sentimentale, un journaliste de 28 ans fait une crise cardiaque inexplicable du corps médical, illustrant parfaitement l'expression avoir le cœur brisé. À l'âge de 4 ans, le chanteur Ray Charles assiste impuissant à la noyade de son petit frère de 3 ans. 6 mois plus tard, il devient totalement aveugle. Alors, on va développer tous ces cas. Hein. Vous allez nous donner des explications pour vraiment donner l'envie aux spectateurs vraiment de se plonger dans votre livre, parce que j'estime ça vraiment capital. Alors, une femme est invitée à quitter son poste du jour au lendemain pour être remplacée par plus jeune qu'elle. En 2 jours, elle développe une infection. Un directeur de banque vit une prise d'otage. Quelques mois plus tard, un virulent cancer se développe. Un enseignant vit dans la crainte d'être muté et quelques jours après la nouvelle de sa mutation, il fait une hémorragie cérébrale. Un attaché commercial se découvre un psoriasis à la suite d'un conflit de territoire avec l'un de ses collègues. Et donc le résumé de votre livre, si la maladie n'était pas un hasard, point d'interrogation, et s'il n'était que la réponse organisée par notre corps pour compenser nos petites et grandes déceptions émotionnelles de la vie. Après... Bonjour à tous. Bon, comme vous l'avez vu, je vous ai pas mis les liens dans leur intégralité. Concernant le lien avec Pierre Jovanovic, vous le retrouverez en dessous de la vidéo. Parce que la vidéo dure 50 minutes, hein, je vous ai mis juste un bref extrait pour argumenter la thématique de ma vidéo. Vous n'aurez qu'à cliquer sur le lien en dessous de la vidéo pour voir ce petit documentaire dans son intégralité où Pierre Jovanovic présente le livre de ce médecin. Dans cette vidéo, je vais vous parler de ce médecin allemand, Reich Girthammer, qui développera une nouvelle conception de la médecine. Je dirais une nouvelle approche thérapeutique de la médecine. Il aurait découvert que le déclenchement de beaucoup de nos maladies sera en fait lié à notre état émotionnel. Certains chocs émotionnels auraient été tellement intenses qu'ils auraient fini par déclencher dans notre organisme, via notre psychisme, une décharge neurobiologique qui aurait conduit à l'apparition d'une tumeur cancéreuse dans notre corps. Donc pour le docteur Hammer, pour soigner un patient atteint d'un cancer, il fallait déjà étudier son état psychologique, hein, retrouver la source du choc émotionnel ou du traumatisme responsable de cette décharge neurobiologique qui aurait conduit à l'apparition de la tumeur cancéreuse. Là, je parle de tumeur cancéreuse, mais en réalité, vous avez beaucoup d'autres maladies qui apparaissent à cause de ces troubles. Beaucoup de ces chocs émotionnels ou traumatismes peuvent remonter jusqu'à l'enfance. Hein. En règle générale, ils sont enregistrés dans notre subconscient qui, comme vous le savez, hein, est la boîte noire de notre âme. Boîte noire en comparaison avec les avions. En devenant adulte, votre subconscient gardera en mémoire ce traumatisme ou choc émotionnel. Hein. Bien qu'étant en sommeil, hein, ce traumatisme pourra ressurgir de temps à autre, hein, surtout si vous êtes à nouveau confronté à une violente situation de stress. Là, le subconscient essaiera de débloquer la situation en traversant la barrière de votre conscience normale, qui, elle, va générer logiquement une sorte d'influx neurobiologique qui va s'orienter vers un endroit bien précis de votre organisme et qui va logiquement générer une tumeur cancéreuse, voire une autre maladie. La thérapie élaborée par le docteur Hammer repose en fait sur la recherche et la localisation du choc émotionnel qui aurait conduit au déclenchement de la maladie. Pour soigner la personne atteinte d'un cancer psychologique ou d'une autre maladie, il fallait, selon le docteur Hammer, retrouver en fait l'origine du choc émotionnel, puis essayer d'effacer de l'esprit de cet individu ce passage douloureux. Et si ce passé douloureux se trouve enregistré dans le subconscient, logiquement, là, il faut recourir à des séances d'hypnose. Mais bon, vous allez me poser cette question, comment le docteur Hammer avait-il découvert cette thérapie, cette nouvelle thérapie ou cette nouvelle approche de la thérapie médicale? En fait, tout avait commencé en 1979. Hein, il perdra brutalement son fils Dork. Et suite à la mort accidentelle de son fils, qui pour lui avait été vécu comme un véritable drame, ce docteur Hammer développera quelque temps après le décès de son fils un cancer des testicules. Alors qu'il était médecin-chef d'une clinique pour cancéreux, il va établir en octobre 1981 un lien entre la mort de son fils et le déclenchement de son propre cancer des testicules.
Ces fameuses recherches l'amèneront à découvrir les causes psychiques et émotionnelles de chaque cancer, mais également de chaque pathologie. Il baptisera cette découverte le Dorkhammer syndrome, hein, Dork en hommage à son fils, et syndrome qui parle de la source de la maladie. Hein. Donc cette découverte, il l'appelle le Dorkhammer syndrome, DHS, en mémoire à son fils. Hein. Il affirmera que la maladie était la réponse parfaite du cerveau par rapport à un stress ou un conflit intérieur. Pour lui, nul doute, il fera assez rapidement le rapprochement avec la mort de son fils qui l'avait chagriné. Hein. Et pour valider sa théorie, il décidera alors de s'intéresser dans son unité de cancérologie à ce qu'auraient vécu tous ces malades atteints du cancer quelque temps avant que la maladie ne se soit manifestée. Il présentera entre autres une étude sur plus de 250 femmes atteintes d'un cancer du sein, démontrant qu'elles avaient toutes vécu quelques mois ou années auparavant une séparation avec un être cher. Hein. Bon, là, cette séparation peut aller du deuil hein, jusqu'au divorce, hein, voire l'adultère. Hein. Et pour confirmer la relation entre la maladie, le cerveau et nos émotions, le docteur Hammer présentera les scanners cérébraux de tous ses patients, sur lesquels apparaissaient clairement des zones caractéristiques qui formaient des arcs. Hein. Chacune de ces zones était en correspondance avec l'organe ou le système organique atteint par la maladie. Il poursuivra ses études durant de nombreuses années, présentera sa thèse. Hein. Sa thèse reposait sur 5 points qui étaient intégrés dans sa fameuse loi d'airain du cancer, au Conseil de l'ordre des médecins. Oui, il a osé présenter sa thèse au Conseil de l'ordre des médecins. Quel courage! Et suite à ces recherches, le docteur Hammer avait donc découvert qu'avant l'apparition de tout symptôme, le déclenchement d'une maladie résultait en fait d'un choc émotionnel ou d'un traumatisme appelé DHS. Syndrome Dorkhammer. Le choc ou le traumatisme atteignait une zone bien précise du cerveau, causant une lésion appelée foyer de Hammer. Et cette lésion était visible sur une scanographie hein, du cerveau sous la forme d'anneaux concentriques prononcés. Oui, il a quand même vérifié sa théorie en regardant le cerveau de certains patients, en les scannant surtout. Toute personne vit des chocs ou des situations assez difficiles sans pour autant contracter une maladie. Hein. En fait, pour qu'il y ait un déclenchement, du moins le déclenchement de la maladie, le DHS, hein, le fameux syndrome, hein, la source de la maladie, hein, la source de déclenchement, doit répondre à plusieurs critères. Le choc, par exemple, doit être dramatique, assez brutal, hein, dans une période très très courte, ou moins intense mais répété sur une longue période. On peut comparer ce choc extrême à un coup de foudre hein, qui vous saisit hein, et vous met en état de stress constant. Hein. Il n'y a plus rien qui compte ou qui existe que ce drame. Hein. On est déconnecté de tout le reste hein, et on ne trouve même plus la paix intérieure. Hein. On ne trouve pas de solution et nous devenons prisonniers de notre problème psychique en fait compte. Le choc ou le drame, de par son intensité psychique ou émotionnelle, hein, et sa nature va nous obséder et on va y penser sans arrêt. Hein. On en sera préoccupé constamment. Hein. On va chercher des solutions, mais rien n'y fera. Hein. Ça sera comme enregistré dans notre esprit. Hein. Les gens qui évoluent dans nos sociétés modernes vivent des situations de dévalorisation professionnelle ou familiale, hein. Des frustrations d'ordre sexuel, des affrontements, des humiliations. Hein. Dès l'instant où l'un de ces conflits ou cet état émotionnel atteint un niveau tel que la personne n'est plus en mesure de la solutionner, c'est à ce moment-là que la maladie va apparaître. C'est comme une réponse de notre cerveau qui dit stop et qui nous mettra en place un programme de survie. Cette manifestation dans le corps est en fait un message envoyé par le subconscient, c'est-à-dire notre inconscient, afin qu'on le libère des douleurs passées. Les cellules du cerveau ne prennent plus et se déchargent en envoyant un signal biochimique hein, aux cellules du corps, hein, provoquant ainsi la croissance d'une tumeur ou voire une désintégration de certains tissus, hein, selon la région du cerveau qui a été affectée par le choc inattendu. Hein.
Lors de ses recherches, le docteur Hammer avait également découvert que la maladie se développait selon 2 phases bien précises. La première, c'était une phase de conflit qui était caractérisée par le choc émotionnel, qui se concrétisait par une perte d'appétit, du sommeil. Ensuite venait la phase de guérison. Cette phase ne pouvait démarrer que si le conflit, du moins le conflit émotionnel était résolu. C'est la période durant laquelle le psychisme, c'est-à-dire le cerveau et l'organe affecté, se rétablissent. C'est un processus qui est souvent difficile, marqué par la fatigue, l'inflammation. La thérapie anticancéreuse du Dr Hammer a connu un taux de succès assez incroyable. Lors d'un de ses procès intentés contre ce cancérologue, le procureur de la République de Wiener Neustadt en Autriche avait été obligé de reconnaître que sur 6000 des patients, sur 6000 des 6500 patients qui avaient été atteints de cancer avancé, 6000 étaient toujours en vie. 4 à 5 ans après avoir entamé le traitement du Dr Hammer, c'est pour vous dire, c'était assez impressionnant. Cela représentait une réussite d'à peu près 90% des cas. Soit l'inverse des résultats atteints avec les traitements anticancéreux traditionnels comme les chimios ou les radiothérapies. Le 9 septembre 2004, vers 10h, parce que je vous ai pas expliqué, le Dr Hammer, qui avait fait cette découverte, demandera carrément aux gens qui suivent des chimiothérapies d'arrêter leur chimio et de commencer à se faire soigner selon sa méthode. Suite à cela, un mandat d'arrêt sera lancé contre le Dr Hammer. Et le 9 septembre 2004, vers 10h du matin, le Dr Hammer sera arrêté carrément devant sa porte par la police espagnole. Il avait été aussitôt emmené en prison à Malaga. C'était le commissariat central de la police nationale. Et selon la déclaration des policiers de Malaga, c'était bien la France qui avait demandé, qui avait donné l'ordre surtout à la police espagnole d'arrêter le Dr Hammer. Le pauvre, il avait passé une nuit à Malaga et avait dû partager sa cellule avec un homosexuel qui n'arrêtait pas de l'importuner. Et le 10, le lendemain, dans la matinée, il avait été conduit à Madrid où visiblement il avait été pris pour un grand criminel. Car on l'avait simplement enfermé, vêtu de son seul slip durant 8 heures dans un local froid et de plus sans recevoir de nourriture. Donc dans cette vidéo, je vous explique que le docteur Hammer nous expliquait, grâce à sa découverte, que pour soigner un patient qui était atteint d'un cancer, il fallait avant toute chose déceler, étudier, faire une enquête sur son état psychologique. Essayer de retrouver la source du choc émotionnel ou du traumatisme qui était responsable de cette décharge neurobiologique qui aurait conduit à l'apparition de la tumeur cancéreuse. Donc lui, dans son traitement, dans sa thérapie, il ne se servait pas d'une chimio ou d'un quelconque médicament. Lui, ses soins étaient strictement psychologiques. C'est un peu, il faisait le travail d'un hypnothérapeute. Il essayait de retrouver, ou d'un psychiatre, ou d'un psychologue. Il essayait de retrouver le trouble qui avait conduit au déclenchement de la maladie. Et lorsqu'il trouvait ce trouble qui avait conduit au choc émotionnel, grâce à un travail bien précis, il essayait de rassurer la personne en essayant d'effacer ce trouble. Et par la suite, il constatera que lorsque cette personne s'était débarrassée de ce choc, du moins de la mémoire de ce choc, son cancer commençait à disparaître progressivement. À cause de ces recherches, il a été poursuivi par la médecine dite officielle, qui, elle, comme je vous l'ai dit dans beaucoup de mes vidéos, préfère continuer à vendre des thérapies à base médicamenteuse, à base de chimiothérapie qui coûte une fortune à tout le monde et qui ne soigne pas vraiment les gens. La chimiothérapie empêche le cancer de se répandre, mais en aucune manière elle ne soigne l'individu. Alors que toutes ces techniques, celles du Dr Hammer et bien d'autres chercheurs,
eux faisaient l'effort de carrément mettre un terme au développement et à l'apparition de cette maladie. C'est-à-dire, grâce à la thérapie psychologique, comme on dirait, le cancer disparaissait complètement de l'organisme. Bah voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. En dessous de la vidéo, je vous mettrai le lien avec Pierre Jovanovic. Bon, la vidéo va durer 50 minutes, mais c'est assez intéressant à écouter. Puisque le médecin qui va parler dans cette vidéo a repris un peu les travaux du docteur Hammer. C'est exactement le même principe. On essaye d'étudier, surtout de retrouver le choc, la source du choc émotionnel qui a conduit à l'apparition de la tumeur cancéreuse. Et je dirais que c'est aussi, ça devient même un travail d'hypnothérapeute maintenant. Le cancer, en réalité, on peut même le guérir par l'hypnose. Parce que vous avez beaucoup de chocs émotionnels, de traumatismes et de troubles qui sont carrément enregistrés dans le subconscient de la personne. Et en grandissant, cette mémoire qui ne va pas disparaître, en grandissant, en devenant adulte, cette mémoire peut ressurgir à n'importe quel moment. Et c'est à ce moment, lorsqu'elle va ressurgir, parce que la personne en grandissant elle peut être affectée par un autre trouble. Et ce trouble va peut-être se connecter à l'ancien trouble et ça va générer un gros problème. C'est-à-dire le subconscient va traverser la barrière dans notre conscience normale. Et notre conscience normale, elle, logiquement, pour se protéger de tout ça, va générer une décharge neurobiologique qui du cerveau va toucher un organe ou un endroit bien précis de notre corps en générant une tumeur cancéreuse, voire une autre maladie. Donc, pour retrouver la source de cet état, de ce choc émotionnel, ce traumatisme, il faut carrément rentrer dans le subconscient. Et pour rentrer dans le subconscient, comme je l'ai dit dans beaucoup de mes vidéos, on n'y rentre que par l'hypnose. Donc voilà, l'hypnose peut être une thérapie aussi pour vous soigner de certaines maladies. Ça nous ramène aussi sur le déclenchement des maladies dites psychosomatiques. Vous avez tellement de stress, tellement de problèmes que vous finissez par déclencher toute une série de maladies dans votre organisme. Ça peut être l'apparition de psoriasis ou des plaques sur votre peau, voire des problèmes de cœur ou carrément de la tension. Tous ces phénomènes, c'est dû au stress que vous contractez. Ce stress va générer une décharge neurobiologique dans votre organisme et qui va logiquement faire apparaître ce genre de maladie. Donc là, bon, la médecine officielle essaie de vous soigner en vous vendant des médicaments, mais en réalité, vous ne soignez rien. C'est un peu comme la psychiatrie. Vous donnez des traitements à base de neuroleptiques pour endormir le patient, mais vous ne le soignez pas, parce que vous ne rentrez pas dans sa psychologie. Les gens qui sont internés dans les hôpitaux psychiatriques, bien entendu, je ne parle pas des gens qui sont possédés par des âmes de désincarnés, ça c'est un autre problème. Eux, on les interne parce que la médecine, la psychiatrie officielle n'accepte pas tout ce qui a trait à l'invisible. Mais bon, ces patients, tant qu'on ne va pas rentrer dans leur psychologie et retrouver la source de leurs problèmes, eh ben, vous ne les guérirez jamais. Ça vous explique entre autres pourquoi beaucoup de personnes qui, suite à un suicide, se retrouvent en psychiatrie, lorsqu'ils ressortent, ils recommencent. Parce qu'ils ne sont pas vraiment soignés. Dans les hôpitaux, on se contente de leur fournir, du moins de leur prescrire des neuroleptiques pour les endormir. Mais en aucune manière, les psychiatres ne rentrent dans leurs problèmes psychologiques. D'ailleurs, beaucoup d'entre eux ont l'air de s'en foutre. Ils préfèrent prescrire des médicaments pour endormir la personne. Ben voilà, maintenant vous comprenez, pour ceux qui contractent beaucoup de maladies, tout est basé sur votre état de stress. Plus vous serez stressé ou plus vous serez marqué par un choc émotionnel ou un traumatisme, et plus vous aurez de chances de déclencher dans votre organisme une maladie. Bon, c'est bien, le corps médical va vous soigner en vous prescrivant des médicaments, alors qu'en réalité, ce qui a déclenché votre maladie vient surtout de votre psychologie, de votre psychisme. Parce que comme vous êtes marqué par un choc émotionnel,
voire être... quelquefois, ça peut se manifester au travail, hein. Vous avez un collègue comment dire, qui vous harcèle ou un patron qui vous en demande trop, qui vous parle comme il ne devrait pas. Et ben, juste ça, ça va générer chez vous un stress qui va logiquement qui va se concrétiser par le déclenchement d'une maladie. Parce que beaucoup de gens qui contractent des cancers, déjà, les contractent dans leur travail, hein. Dans leur travail et surtout dans leur entourage, hein. Ça peut être aussi au niveau des familles, hein. Vous pouvez avoir un père ou une mère autoritaire et l'enfant en grandissant va tomber malade sans s'en rendre compte. Euh, dans le petit extrait que vous avez vu avec Pierre Jovanovic, il nous explique que le chanteur nous parle de ce chanteur américain qui avait vu son petit frère se noyer et quelques temps après il est devenu aveugle. Là c'est le choc émotionnel de voir son frère, ça l'a tellement marqué que ça s'est concrétisé dans son organisme par l'aveuglement. Bon, je ne dis pas qu'on aurait pu le soigner, hein, parce que peut-être que quelques jours après qu'il soit devenu aveugle, on aurait pu essayer de retrouver la source de ce choc émotionnel. Peut-être qu'il aurait probablement retrouvé une vue partielle. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. Pour ceux qui veulent voir le lien, du moins la vidéo avec Pierre Jovanovic dans son intégralité, je vous mets le lien en dessous.